La Corée du Nord, c'est comme Game of Thrones, mais sans les dragons. C'est une société aristocratique et capitaliste. Tout est fait pour être sûr que Kim Jong-un ait le plus d'argent possible. Dans une société capitaliste, l'argent est l'élément essentiel qui permet de la maintenir en vie. Il en va de même pour la Corée du Nord. Le Bureau 39 est impliqué dans toutes les activités qui rapportent de l'argent à la Corée du Nord. La vente d'armes, le trafic de drogue et la contrefaçon de dollars américains. Cela représente des centaines de millions de dollars par an. Moi aussi, j'ai dû tout faire. On ne nous disait qu'une chose, gagner des dollars. La Corée du Nord, l'État paria. Une dictature enveloppée d'un nuage de mystère. Quotidiennement, les journaux officiels font les louanges des exploits héroïques du dirigeant suprême. Ici, le temps semble s'être arrêté. La Corée du Nord possède la 4e plus grande armée au monde. Depuis 3 générations, la famille de Kim Jong-un dirige le pays d'une main de fer. Comment le régime parvient-il à survivre malgré les sanctions sévères imposées par l'ONU? Et comment se fait-il que Kim Jong-un ait assez d'argent pour menacer le monde entier avec l'arme la plus puissante de tous les temps, la bombe nucléaire? Loin de la Corée du Nord, un professeur d'histoire cherche des réponses à ces 2 questions. Remco Breuker, professeur à l'Université de Leyde aux Pays-Bas, étudie ce pays énigmatique ainsi que ses dirigeants depuis de nombreuses années. Il affirme que l'image que nous avons de la Corée du Nord est erronée. La Corée du Nord n'est pas ce que le pays nous dit de lui. Il suffit d'observer le fonctionnement du pays au plus haut niveau. Un des principaux objectifs du gouvernement, je pourrais même dire du régime, est de gagner de l'argent pour Kim Jong-un. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir comment la Corée du Nord parvient à gagner de l'argent. Une des questions que je me pose et qui reste sans réponse est où va tout cet argent? Combien d'argent gagne la Corée du Nord? Les dirigeants nord-coréens considèrent ces questions comme dangereuses. Le régime nord-coréen a envoyé une lettre de mise en examen m'accusant de 3 crimes capitaux au gouvernement néerlandais. Le pire des 3 crimes était que l'on accusait nos recherches, mes recherches, parce qu'elles étaient faites en mon nom, de porter atteinte à la dignité suprême du dirigeant suprême. Cela ressemble à un drôle de crime, n'est-ce pas? Porter atteinte à la dignité suprême de quelqu'un, en Corée du Nord, on risque la peine de mort. Une menace sérieuse. En effet, les recherches de Remco Breuker menacent de perturber la trésorerie nord-coréenne. En raison de son programme nucléaire, le pays est isolé du reste du monde. Sans source de revenus légale, le régime a décidé de récolter de l'argent de façon illégale. New York, le siège des Nations Unies. Depuis 2006, l'Organisation des Nations Unies a imposé 9 séries de sanctions à la Corée du Nord. Ces mesures sont contrôlées par un groupe d'experts internationaux. Ce groupe est composé de 8 membres. Parmi eux, d'anciens experts militaires, financiers et des services de renseignement. Afin de les protéger, ils travaillent en secret. Seul le coordinateur Hugh Griffiths accepte de parler devant la caméra. Les sanctions ont une grande influence à un seul niveau sur la Corée du Nord.
Cela signifie que l'économie nord-coréenne ne peut pas prospérer comme elle le ferait si le pays pouvait vendre de plus grandes devises étrangères tout en gagnant des marchandises légalement. Ainsi, la Corée du Nord ne peut pas exporter de charbon légalement, elle ne peut pas exporter de minerais de fer légalement, et elle ne peut pas exporter de zinc légalement. Les devises étrangères sont très importantes pour tout pays, quel que soit le niveau d'autarcie de son économie. Tout pays a besoin de devises étrangères pour acheter les marchandises essentielles à sa population ou à son élite. Les devises étrangères sont donc essentielles à la survie de la Corée du Nord. La question que l'on se pose est qu'est-ce qui est le plus important pour les dirigeants coréens ? Le développement de leur programme nucléaire et de missiles balistiques ou la prospérité de leur économie. Le régime décide de se procurer la bombe nucléaire. En 2005, le pays a officiellement annoncé qu'il possédait l'arme nucléaire, un moyen de se protéger des attaques extérieures et de renforcer son pouvoir à l'intérieur du pays. Pyongyang, la ville des élus. Des immeubles d'habitation flambant neufs sont parfaitement alignés le long d'avenues immaculées. C'est ici que réside la classe supérieure de Pyongyang. Seuls ceux qui sont considérés comme loyaux au régime sont autorisés à vivre ici. Ceux qui veulent entrer dans la capitale doivent obtenir un permis. Song Kyun-chul travaille à l'Institut de recherche économique de Pyongyang. Il est autorisé à parler aux journalistes, à propos des sanctions par exemple. On ne peut pas sanctionner un pays complètement. Aujourd'hui même, nous faisons du commerce et nous obtenons des devises étrangères. Sanctionnez-nous autant que vous le souhaitez. Nous avancerons de notre propre chef. Nous ferons de notre compétitivité une arme. C'est en faisant des sacrifices que nous avancerons courageusement. Les sanctions imposées à la Corée du Nord sont très strictes. Je pense qu'aucun pays n'a été sanctionné de façon plus diverse, voire même plus stricte. Mais en même temps, ces sanctions ne fonctionnent plus. Notre politique à l'égard de la Corée du Nord pose un énorme problème, tout comme le recours aux sanctions pour tenter de faire changer le comportement du régime. Nous ne sanctionnons pas la seule entité qui gagne la plus grande partie de cet argent, qui la maintient à flot financièrement parlant, qui la maintient en vie. De nombreux transfuges nord-coréens de haut rang parlent d'une administration gouvernementale secrète qui dirigerait les fonds secrets du régime. Kim Il-sung et son fils Kim Jong-il l'auraient probablement créé à la fin des années 1970 et l'auraient sûrement doté de larges pouvoirs. Ses missions : assurer une base de pouvoir indépendante pour Kim Il-sung et son fils, mais aussi collecter de l'argent pour la bombe nucléaire et les goûts de luxe des dirigeants. Son nom : le Bureau 39. À seulement 200 km au sud-est, Séoul, la capitale ultramoderne de la Corée du Sud. Une des 10 villes les plus chères au monde. Environ 25 millions de personnes vivent dans la région métropolitaine. Cela représente près de la moitié de la population sud-coréenne. Parmi eux, la majorité des 30 000 personnes qui ont réussi à fuir la Corée du Nord. Ko Young-won était un diplomate nord-coréen. Il s'est enfui en 1991. Ensuite, il est devenu le directeur adjoint de l'Institut de la stratégie de sécurité nationale de Corée du Sud. Peu de personnes en savent autant que lui sur les coulisses du régime de la famille de Kim Jong-un. Selon la légende, lorsque Kim Jong-il est arrivé au pouvoir, il a renommé le service des finances du comité central du Parti des travailleurs en bureau 39, car il était situé au 3e étage de l'immeuble, dans la salle numéro 9. Une autre légende raconte que le 9 mars, Kim Jong-il a donné l'ordre de créer un tel service étatique.
Mais aujourd'hui, le bureau 39 est l'administration chargée de collecter et de gérer les fonds secrets de la famille de Kim Jong-un. Parlez-en à n'importe quel exilé nord-coréen de haut rang. Ils vous diront tous que le Bureau 39 a un rôle crucial afin de générer des revenus pour le régime nord-coréen. Il est absolument vital. S'il disparaît, tout s'effondre. À New York, l'Organisation des Nations Unies impose mais aussi contrôle les sanctions infligées à la Corée du Nord. Une entité aussi importante que le Bureau 39 devrait figurer en première position dans la liste des organisations interdites. Le bureau 39 est souvent évoqué par les transfuges nord-coréens, mais il n'apparaît que très rarement dans les résultats de nos recherches. Nous concentrons plutôt nos recherches sur les banques nord-coréennes et sur les sociétés écrans qui travaillent traditionnellement à l'étranger dans des pays tiers afin de générer des devises étrangères. Cet argent est ensuite envoyé en Corée du Nord. Le Bureau 39 n'est pas appelé Bureau 39 à l'extérieur de la Corée du Nord. Personne ne s'identifie comme quelqu'un travaillant pour le Bureau 39. Il est donc très difficile d'imposer des sanctions à des individus dont on ne connaît pas vraiment l'activité. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Depuis les années 1980, la Corée du Nord se procure des devises étrangères ici, au cœur de l'Afrique. Ko Young-won a été le témoin d'une affaire particulièrement spectaculaire à l'époque. J'ai travaillé en République du Congo. Nous disposions d'une presse typographique que nous utilisions afin d'imprimer des dollars américains. Au début, nous avons acheté des billets d'$1. Nous effacions le chiffre 1 et imprimions le nombre 100 à la place. Le blanchiment d'argent fonctionnait comme ça. Nous avons échangé des dollars américains contre la devise locale. Nous passions par l'intermédiaire de trafiquants d'argent. Par exemple, nous avons remis une liasse de billets de banque d'une valeur totale de $10 000. Mais il y avait plusieurs faux billets cachés dans la liasse. Nous déposions ensuite la monnaie locale que nous obtenions à la banque centrale locale. Cette monnaie était ensuite versée en dollars américains réels. Ces dollars ont été envoyés à Pyongyang, puis au Bureau 39. Le Bureau 39 agit toujours en secret. Mais ses activités de création de revenus ont lieu partout dans le monde. Angkor Wat au Cambodge, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus de 2,5 millions de personnes visitent les anciens temples khmers chaque année. Des selfies pour les touristes, des devises étrangères pour le Cambodge. La société d'exploitation d'Angkor Wat a gagné plus de 100 millions de dollars en 2018. Le tourisme est de loin l'industrie la plus importante au Cambodge. Une activité lucrative. Pour la Corée du Nord également. Juste à côté de l'entrée des temples, un musée a ouvert ses portes en 2015. Il renferme en son cœur un tableau en 3 dimensions qui représente l'histoire de l'Empire khmer avec des images monumentales. Une foule de touristes se presse au musée tous les jours. Les peintres sont nord-coréens. 63 peintres ont travaillé sur ce tableau. Ils ont mis 1 an et 4 mois à le peindre. Qui l'a construit? Les Cambodgiens ou les Nord-Coréens? Les Nord-Coréens également. Les Nord-Coréens ont aussi construit le musée. Contournant les sanctions des Nations Unies, la Corée du Nord n'a pas seulement construit le musée, elle l'a aussi financé. En échange, les Nord-Coréens percevront tous les revenus générés pendant les 10 premières années. Ensuite, les 2 pays partageront les bénéfices. Le directeur nord-coréen du musée ne veut pas être filmé. Mais il a déclaré que le musée gagne environ 7 millions de dollars par an, rien qu'avec les billets d'entrée. Bientôt, ce chiffre devrait être multiplié par 2. Depuis des dizaines d'années, le Cambodge et la Corée du Nord entretiennent des relations étroites. Kim Il-sung et le roi du Cambodge, Norodom Sihanouk, étaient de bons amis.
Une base solide pour entretenir les liens commerciaux actuels qui contreviennent aux sanctions des Nations Unies. Le soir, quand le musée ferme ses portes, les Nord-Coréens proposent une autre série de distractions aux touristes affamés. Les caméras ne sont pas autorisées dans le restaurant, alors nous filmons en caméra cachée. Vous avez réservé ? Oui, nous avons fait une réservation hier. C'est à quel nom? Le restaurant est presque toujours complet. On peut s'asseoir près de la scène? D'accord, on va s'asseoir là. Le menu propose des spécialités nord-coréennes, telles que les nouilles froides et les concombres de mer. Les prix sont étonnamment élevés par rapport au niveau de vie cambodgien. Un plat principal coûte jusqu'à 50 $. Le restaurant est surtout fréquenté par les touristes venant de Chine et de Corée du Sud. Les jeunes femmes qui travaillent ici comme serveuses sont pour la plupart des étudiantes en art venant de Pyongyang. Elles vivent et dorment au-dessus du restaurant. Très souvent, elles ne sont pas autorisées à quitter les lieux pendant des années. Tous les soirs à la même heure, les serveuses changent leur tenue et se préparent pour le grand spectacle. Il existe 130 restaurants nord-coréens de ce type partout dans le monde. 3 se trouvent au Cambodge. Ils gagneraient plusieurs millions de dollars par an. Mais les serveuses ne reçoivent aucun salaire pour le travail qu'elles effectuent. L'argent gagné rentre directement dans les caisses secrètes du régime. Aucun autre pays au monde n'exploite sa population de manière aussi systématique que la Corée du Nord. Les ouvriers nord-coréens sont envoyés partout dans le monde, même au sein de l'Union européenne, comme en Pologne. Nous y retrouvons des brigades de travail nord-coréennes sur un chantier. On leur a promis de bons salaires et des conditions de travail décentes, mais ils seront finalement traités comme des esclaves. Le soir, après une journée de travail de 12 heures, les ouvriers sont conduits à leur baraquement. Ils sont surveillés 24 heures sur 24 par les services de sécurité nord-coréens. Pourtant, l'un d'entre eux a décidé de nous parler. Ça ne pose pas de problème si vous sortez seul? Non, nous pouvons sortir seuls le dimanche. Qu'est-ce qui se passe si vous vous faites prendre? Je vais devoir écouter les accusations et être interrogé par les services de sécurité nord-coréens qui se trouvent ici en Pologne. S'ils ne sont pas satisfaits, ils me renvoient à Pyongyang et m'interrogent à nouveau. Je serai peut-être mis en prison. Donc vous travaillez ici? Je suis venu ici pour gagner de l'argent. Mais peu importe combien je travaille, je ne gagne pas d'argent. Les conditions de travail sont misérables. Je ne suis pas libre du tout. Nous devons rester entassés toute la journée par groupe. Je suis sûr qu'ils gardent presque tous nos salaires pour eux. Nous n'en recevons qu'une petite partie. J'ai la trentaine. Ma femme et ma fille sont à la maison. Je ne gagne presque rien. Mais je dois le faire pour ma femme et pour ma fille. Je n'ai malheureusement pas le choix. De l'esclavage moderne,
la Corée du Nord envoie des ouvriers très bien formés en Pologne pour qu'ils travaillent sur les chantiers navals et sur les travaux de construction. Les familles des ouvriers sont retenues en otage en Corée du Nord. Si un ouvrier s'enfuit, sa famille restée en Corée du Nord est souvent sévèrement punie. Les ouvriers ne gagnent qu'environ 90 € par mois. Le reste des salaires est versé au régime. De l'argent pour Kim Jong-un. À l'insu de la communauté internationale, la Corée du Nord a envoyé des ouvriers dans le monde entier, jusqu'à 150 000 ouvriers en tout. Environ 40 000 d'entre eux se trouvent en Russie, jusqu'à 100 000 se trouvent en Chine. Les ouvriers nord-coréens travaillent aussi au Koweït, en Malaisie, au Cambodge, en Mongolie, en Oman, au Qatar, aux Émirats arabes unis et dans certains pays africains. En vertu des sanctions de l'Organisation des Nations Unies, ces ouvriers doivent rentrer en Corée du Nord. Mais cette pratique se poursuit encore. Les experts estiment que le régime gagne jusqu'à $1 milliard par an avec cette pratique.